La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 8. Des astres et des phénomènes atmosphériques. L'astrologie. Regain de faveur. Il est indéniable que l'astrologie jouit d'un regain de faveur à notre époque. Il y a une multitude de causes à ce renouveau. D'abord, l'inquiétude générale, l'individu se préoccupant de ce qu'il deviendra, plus que dans les périodes calmes et prospères où la question du futur ne se pose pas, du moins avec autant d'acuité. Les mantiques sont faites pour apaiser ces préoccupations. Mais si tout ont bénéficié de cet état d'esprit général, l'astrologie est l'objet d'une attention particulière qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. En même temps, son caractère a évolué. Ceux qui la pratiquaient s'attachant à la dépouiller de son caractère mystérieux pour insister sur ce qu'elle a de méthodique, d'ordonné, sur le sérieux que lui confèrent les calculs, sans quoi rien n'est possible en elle. Réalité de certains de ces postulats. C'est qu'en effet, l'astrologie est la seule mantique qui soit l'objet d'une méthode ne laissant rien au hasard, et que le principe sur lequel elle s'est appuyée de tout temps se vérifie de plus en plus par l'expérience. Le postulat de relation constante entre certains faits et certaines choses, en l'espèce les astres et le monde terrestre, senti de tous, d'après ce que l'on constate chaque jour, la lune et les marées par exemple, a fait l'objet d'un grand nombre de vérifications qui montrent le bien fondé de ces croyances, en même temps que de nouvelles théories scientifiques, admettant un état vibratoire de la matière, aboutissaient à accepter que les vibrations parties de sources puissantes puissent influencer les corps qui sont dans leur champ d'action. Théoriquement, on comprend bien qu'au moment d'une naissance, l'être humain reçoive les vibrations qui sont émises à ce moment même, qu'ils soient accordés, pour ainsi dire, avec les sources émettrices. Mais n'est-ce pas une vue de l'esprit ? Si nous prenons pour guide l'opinion populaire, d'accord en cela avec celle qu'a émise jadis Hippocrate, nous ne pouvons nier l'influence qu'a l'état de l'atmosphère sur le corps humain, variation de l'état hygrométrique, de la température sur les crises d'asthme par exemple, mais aussi sur les crises chez les hépatiques. Or, ces deux conditions de l'atmosphère ne sont pas seulement réalisées par les deux facteurs sus-indiqués. Nous devons y joindre les diverses radiations dont on commence à faire le dénombrement, qui, elles aussi, doivent entrer en ligne de compte. Influence des astres. Prenons par exemple l'influence lunaire. On pourrait remplir des pages sur les opinions courantes à son sujet, pour les semailles, pour les récoltes, pour la santé. En l'absence de documents probants sur ces points, le mieux est de nous reporter à diverses expériences dont les résultats ont été consignés et qu'il est loisible de reproduire. Le docteur W. Maag, en s'adressant à des phénomènes très simples, est arrivé à des démonstrations de la théorie astrologique qui consiste à attribuer chacun des métaux aux luminaires et aux diverses planètes. Des pots contenant le même nombre de graines soigneusement choisies ont été arrosés avec des dilutions infinitésimales de sel métallique. Or, la pousse des graines et la croissance des plantes se montra influencée, tantôt par les phases de la Lune, tantôt par le Soleil, Mercure et les autres planètes. Dans chaque cas, il s'agissait du métal et de la planète que l'astrologie avait accouplé traditionnellement. Du point de vue pratique, on peut établir le moment le meilleur pour prescrire tel ou tel métal, et l'on revient par voie scientifique à la vieille médecine, qui insistait sur le plus d'efficacité du médicament pris en temps bien défini. Des expériences un peu différentes, exécutées par Madame L. Kolisko de Stuttgart, ont abouti à des résultats concordants. Des solutions tirées de sel métallique sont mises en cuvette, et dans ces cuvettes, on plonge une bande de papier absorbant. La montée du liquide se traduit sur le papier par des franges, des images constantes. Lorsqu'il se produit une occultation d'une planète due à sa conjonction avec le Soleil, l'image caractéristique du métal qu'on attribue généralement à une planète fait défaut. D'autre part, K.E. Kraft a publié une étude statistique sur les influences qu'ont le Soleil et la Lune sur les naissances. Ces observations dépassent le nombre de 700 000. Il a pu déterminer, et je ne cite que 2 de ses conclusions, premièrement, qu'une femme ne peut pas mettre un enfant au monde sous n'importe quelle position du Soleil ou de la Lune. Deuxièmement, que le moment de naissance d'un garçon dépend de la position du Soleil, d'une fille de celle de la Lune. Ceci d'accord avec la tradition astrologique. Ce qu'on peut demander à l'astrologie. Il conviendrait donc, sinon de croire aveuglément à toutes les règles d'interprétation que nous ont laissées les traités d'astrologie,
du moins de ne pas les rejeter d'emblée, et sans doute de faire crédit aux règles fondamentales, et prouver celles-là, par des milliers, peut-être des millions d'observations. C'est restreindre singulièrement, dira-t-on, le champ de l'astrologie. Il n'y aura pour s'en plaindre que ceux qui veulent courir les chances de l'erreur, comme on court sa chance à la loterie. Si l'on veut demander à l'astrologie la prédiction de l'avenir, rien n'est plus hasardeux. Il s'agit d'une machine trop compliquée pour que le consultant en fasse bien marcher les rouages. J'ai assisté à de nombreuses discussions de thèmes astrologiques. Les précisions pour l'avenir ont été d'autant plus en défaut que l'avenir était plus éloigné. Par contre, si l'on s'en tient aux données générales des thèmes concernant le caractère, la santé, les grandes lignes de l'existence, le pourcentage d'exactitude est tel qu'il est impossible de ne pas le reconnaître. C'est que dans l'interprétation astrologique comme dans toute autre mantique, il y a deux parties. L'une est l'interprétation de règles. Réduites à peu de choses dans les autres procédés divinatoires, les règles fondamentales sont nombreuses, précises en astrologie, et leur application seule conduit à la solution. L'autre est la qualité de l'interprète, son degré de clairvoyance, tout autant que dans les autres mantiques. Les résultats obtenus de cette façon, bons ou mauvais, ne sont plus à mettre sur le compte de l'astrologie. Source d'erreurs possibles. Je signalerai cependant une double source d'erreurs possibles dans l'interprétation poussée d'un thème. Les aphorismes que nous ont laissés les astrologues sont innombrables. Ce sont des observations plus ou moins nourries, ce ne sont pas des lois. À les appliquer aveuglément, on se trompera souvent, d'autant que ces aphorismes ne s'appliquent en général qu'aux détails. Une autre barrière se dresse devant l'astrologue. C'est l'imperfection des données du thème. Quelle que soit la complexité de celles qu'il accumule, l'astrologue tient un compte trop restreint des étoiles fixes. Si l'on admet l'influence planétaire, pourquoi ne pas admettre celles d'astres qui sont parfois bien plus considérables et que leur éloignement seul empêche de considérer a priori comme telles? Leurs vibrations n'arrivent-elles pas aussi bien à nous? Les anciens étaient convaincus de leur importance. Les modernes le sont également. Faute d'en connaître l'influence et de pouvoir procéder facilement à leur détermination, bien peu d'astrologues en font état dans le thème. De là peuvent provenir de graves erreurs. Pour une interprétation générale, très générale, il est souvent impossible de se passer des fixes. Pour une interprétation détaillée, elles sont indispensables. Non qu'elles puissent sans doute mener à des certitudes absolues, mais à restreindre la portée des faux pas. Au reste, ce n'est pas simple prudence à l'égard des réactions de l'Église et des pouvoirs publics, émus du fatalisme qui se dégageait de l'astrologie si le vieux dicton a été établi. Astra inclinant, non necessitant. Les astres disposent, ils n'obligent pas. De l'érection d'un thème de nativité. Nous donnons quelques mots maintenant sur la façon de dresser un thème. Nous verrons ainsi à quel point notre astrologie diffère de celle des Babyloniens. Nous avons à considérer le zodiaque, cercle imaginaire qui est le chemin apparent du Soleil dans les cieux. Comme tout cercle, il comprend 360 degrés. Il se divise en 12 parties de 30 degrés que l'on appelle les maisons. À chacune des parties du zodiaque est affecté un signe différent qui commande à chacune des maisons. On tient compte de 9 planètes, y compris le Soleil et la Lune qui sont des planètes pour l'astrologue. Un thème consiste à se rendre compte des positions respectives de ces 3 éléments selon le jour et l'heure de la naissance. Au moment de la naissance, la pointe de la maison 1, qui est nommée ascendant, occupe une certaine position par rapport au signe du zodiaque. On la détermine au moyen de tables, et l'on indique les concordances des 12 signes avec les 12 maisons. Après quoi, on fixe dans ces cases la position des planètes. Ce sont les rapports entre ces 3 parties qui donnent lieu à l'interprétation du thème. L'ancienne figure d'un horoscope se composait de 2 carrés, l'un dans l'autre. La zone extérieure ainsi obtenue était divisée en 12 triangles égaux qui représentaient les maisons. Il paraît plus avantageux, pour la lecture, d'y substituer un cercle, permettant d'inscrire à la fois les maisons et les signes qui les commandent, l'inscription des planètes se faisant à sa périphérie. L'ensemble se présente comme un tableau où l'on peut étudier tour à tour chaque partie, non seulement en elle-même, mais par rapport aux autres. Si l'on tient compte qu'il y a 12 maisons, 12 divisions zodiacales, 9 planètes, et que chacun de ces éléments offre plusieurs aspects, qu'il doit être examiné en fonction de chacun des autres, on voit quelle ressource quasi inépuisable peut offrir l'examen d'un thème de nativité. Conception de l'astrologie chez les Babyloniens. La conception des Babyloniens et des Assyriens relative à l'astrologie répond, comme leurs autres mantiques, à la conception générale qu'ils se sont faite du monde, à l'étroite interdépendance des diverses parties de leurs univers connus, tout phénomène terrestre ayant sa correspondance dans le ciel, et réciproquement.
Il était donc logique que les mouvements des astres liés au retour des saisons et aux variations atmosphériques leur aient paru avoir leur influence sur le cours des vies humaines et des événements. Leur astrologie n'a été, au début, qu'un ensemble de prédictions inspirées par tel ou tel astre et tel phénomène atmosphérique. Il en est même, dans le nombre, qui seraient maintenant cataloguées dans les pronostics météorologiques, tandis qu'elles étaient alors de véritables présages. La croyance à un habitat céleste des dieux paraît remonter à l'aurore des civilisations, puisque l'idéogramme qui indique la divinité est la représentation d'une étoile. Le dieu lune et le mois. Parmi les dieux primitifs du Panthéon, on compte Sin, le dieu lune, représenté sous les traits d'un homme d'âge mûr, dont la barbe est de lapis lazuli. Il parcourt le ciel dans sa barque qui est le croissant lunaire. Il est le seigneur du mois, de 30 jours chez les Babyloniens et les Assyriens, avec retour, quand l'écart est trop fort, d'un mois intercalaire, fixé par les pouvoirs publics. Une lettre du roi Hammurabi, vers 2000 avant Jésus-Christ, adressée à son vizir Sin-Iddin-Nam, s'exprime ainsi. Début de citation. Puisqu'il y a un vide au calendrier, enregistre comme second mois d'Elul le mois qui commence, et, au lieu que le tribut arrive à Babylone le 25 du mois Tishritu, fais-le arriver à Babylone le 25 du second Elul. Fin de citation. Le lieu de culte principal du dieu lune était la ville d'Ur, dans le pays de Sumer. Sin, dieu lune, a pour fils Shamash, le dieu soleil, dieu de justice et dieu des oracles, comme nous l'avons dit, page 29. On l'honorait principalement à Larsa, dans le sud, à Sipar, dans le nord. Ces dieux ont pour symbole leurs astres respectifs. Mais il semble bien que, pour les Babyloniens, le soleil et la lune, en tant qu'astres, ne soient pas des dieux. C'est leur demeure, leur dépendance. Le dieu existe en dehors de l'astre. Ce que les Babyloniens connaissent d'astronomie. Lorsque les Akkadiens eurent adopté la civilisation sumérienne et que leur religion, qui semble avoir comporté à un plus haut degré l'adoration des astres, se fut intimement mêlée à la religion sumérienne, l'assimilation des différents dieux aux planètes et aux étoiles se poursuivit, et un véritable corps de doctrine astrologique se forma. Marduk fut le maître de la planète Jupiter, Nabu de Mercure, Nergal de Mars, Ninurta de Saturne, Ishtar de Vénus. On reconnut que le Soleil et les planètes semblaient se mouvoir sur une route habituelle, l'écliptique. Celle-ci fut divisée horizontalement en 3 zones. La zone du nord fut celle du dieu Ea, la zone centrale appartint au dieu Anu, la zone du sud au dieu Enlil. De même façon, on attribue les 4 points cardinaux aux grands royaumes d'époque. Le sud à la Babylonie, le nord à la Syrie, l'est à l'Élam, l'ouest au pays d'Amurru, Syrie du Nord. Mais, comme l'hépatoscopie, l'astrologie resta chez les Babyloniens une mantique d'État, s'appliquant au roi, aux affaires publiques, à l'ensemble des individus. Ce n'est qu'accessoirement qu'elle règle les affaires particulières. Il fallut attendre l'époque hellénistique pour que l'astrologie, passant du général au particulier, devint horoscopique, et pour que la vogue s'établît des thèmes de nativité. Le zodiaque. Nous avons vu qu'il est nécessaire pour qu'un thème ait toute sa richesse que les notions de zodiaque et de précession des équinoxes soient connues. Tel a été le cas pour le zodiaque chez les Babyloniens, mais cette connaissance que reflètent les textes astrologiques, pour la plupart d'époques assez basses, peut ne pas remonter aussi loin qu'on le croit bien souvent. On a pensé assimiler à des figures zodiacales les représentations que l'on voit sur les chartes de donation, appelées kudurru, où sont représentées les armes des dieux. Certaines figures, notamment celle du Sagittaire et même celle du Verseau, s'y rencontrent. Ce dernier est assimilable au dieu ou génie représenté tenant un vase d'où les eaux sortent en bouillonnant. Mais cette figure a une autre signification à l'origine. C'est peu à peu que certaines représentations ont pu être choisies comme signes du zodiaque, et lors des transmissions aux autres pays, plusieurs d'entre elles ont été remplacées par de nouvelles. Aucun kudurru ne représente le zodiaque complet. La précession des équinoxes. Pour la précession des équinoxes, il semble selon certains auteurs que sa connaissance ait été récente en Babylonie. E. F. Weidner, par contre, estime que les Babyloniens connaissaient ce phénomène près de 2000 ans avant Hipparque. L'accord des assyriologues n'est nullement complet sur ce point. Certains font honneur de sa découverte à Hipparque de Nicée, vers 150 avant Jésus-Christ. D'autres l'attribuent à Kidinnu, en grec Kidénas, qui fut le chef de l'école de Sipar, peu après Alexandre le Grand. Bien qu'en soi la chose soit d'importance,
la découverte n'en serait pas moins de basse époque, postérieure à la quasi-totalité des textes qui sont venus jusqu'à nous, si l'on admet cette théorie contre celle de M. Weidner. Les connaissances astrologiques, celles-ci appliquées en fait à l'astrologie des Babyloniens, ont pu se déduire plus ou moins exactement des nombreuses tablettes dont les résultats les supposent. À bien des reprises, les archéologues ont essayé d'en faire la somme, et nous donnons à la bibliographie la liste des principaux ouvrages qui leur ont été consacrés. Après Bigourdan, voici les conclusions auxquelles est arrivé A. Rey. Connaissance de la route à travers le ciel, écliptique, qui paraît une des plus anciennes acquisitions des Babyloniens. Division sexagésimale du temps et du cercle. Connaissance du zodiaque avec le bélier choisi toujours comme origine. Ignorance de la précession des équinoxes. Distinction des planètes. On a supposé que le groupe de 7 sphères représentant des astres que l'on voit sur les Kuduru et les cylindres sceaux figurait les Pléiades. Monsieur A. Rey pense qu'il s'agit des 5 planètes alors connues, dont 2, Vénus et Mercure, sont considérées sous le double aspect d'astres du matin et d'astres du soir. Connaissance de la marche errante des planètes, une tablette du British Museum trouvée à Ninive s'exprime ainsi. Début de citation. Mars, à sa plus grande puissance, devient splendide et reste ainsi plusieurs semaines successives. Puis, pendant autant de semaines, il devient rétrograde pour reprendre ensuite son cours habituel, et il parcourt ainsi 2 et 3 fois la même route. Fin de citation. Usage enfin des progressions pour représenter la marche des astres, procédé qui ne fut introduit en Grèce qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ par Hypsiclès. En somme, méthode particulière ne cherchant pas, comme en Grèce, à expliquer le cours des astres, mais ne calculant que pour prédire. Pour cela, 3 instruments bien simples. Le cadran solaire à style, d'abord rectiligne puis oblique, la clepsydre, ou sablier à eau, le polos, demi-sphère creusée dans la pierre avec un style piqué dans son centre. L'ombre du style dessine sur cette voûte céleste renversée la marche et la position du soleil. Division du cercle. Certaines découvertes fondamentales des Babyloniens ont passé jusqu'à nous. Ils divisaient le cercle en 12 berrous, et chaque berrou en 12 unités, comme ils le faisaient pour le jour, à l'image de l'année qu'ils concevaient comme formée de 12 mois de 30 jours. Un des recueils venus jusqu'à nous, la série Moul Apin, admet une année de cette durée. En somme, de la division du jour est sortie celle du cercle, tandis que les mesures du temps devenaient mesures d'arc. La division du degré en minutes, secondes, tierces, moins naturelles, tient à ce que les Babyloniens suivaient un système de numération sexagésimale, qu'ils tenaient des Sumériens. Le vocabulaire astronomique donne lieu à quelques curieuses remarques. Il est représentatif d'objets connus. Le triangle se nomme Resh Sikkati, tête de clou. Le trapèze Put Alpi, tête de bœuf. Le tronc de cône Hishshu, botte de roseau. Le segment de cercle Askaru, croissant de lune. Enfin, tandis que la circonférence se dit Kippatu, le cercle en tant que surface circulaire se nomme Alu, qui signifie aussi la ville. Il y a sans doute là un fait d'observation très ancienne. Les villes primitives sont bâties le plus souvent sur une éminence et défendues par une muraille située plus ou moins haut sur cette éminence dont elle fait le tour. Le nom du cercle a donc été formé à très haute époque, avant sans doute que les Sémites ne soient installés en Mésopotamie. Le type des villes sur un plan rond se voit surtout dans le nord et l'ouest du bassin du Tigre et de l'Euphrate. Le poème de la création. Un poème célèbre nous a laissé un résumé des connaissances astronomiques des Babyloniens. Le poème de la création, où le dieu Marduk, dans un morceau interpolé et dont il ne reste que peu de choses, 5e tablette, est représenté fixant aux astres leur cours. Cette partie du poème, toute astrologique, copiée du temps d'Assurbanipal, est le meilleur résumé qu'on puisse avoir de la science du ciel en Assyrie à l'époque des Sargonides, et sans doute même à une époque antérieure. Les premières lignes de la tablette s'expriment ainsi. Début de citation. Il construisit les stations pour les grands dieux, les astres, et, comme eux, les grandes constellations, il fixa. Il fixa le temps de l'année et désigna les signes du zodiaque. À chacun des 12 mois, il fixa 3 étoiles. Lorsqu'il eut défini les jours de l'année par leurs signes, il établit la place de Nibiru pour fixer le tout, afin que nulle étoile ne s'écartât. Il assigna leur place à Enlil et à Ea auprès d'Anu, et il ouvrit des portes sur les 2 côtés.
Fin de citation. Les stations, Manzazu, sont ce que les Grecs ont appelé l'ipsoma, endroit où les planètes ont leur exaltation. On désignait sous le nom de l'Umachi les constellations de Persée, Cygne, Orion, Grand Chien, Centaure, Aigle, Sagittaire. Les signes du zodiaque sont désignés par le mot Utsurtu. Les 3 étoiles de chaque mois se succèdent dans leur lever héliaque. Nibiru est un des noms de Jupiter, celui qu'il porte quand la planète est au plus près de l'écliptique. L'astrologie des Babyloniens. Comme toujours, les Babyloniens, ne nous donnant que les résultats de leurs acquisitions scientifiques sans reproduire l'historique de ceux qui les y amenaient, c'est par les Grecs et les Romains que nous pouvons reconstituer les progrès de leur science pour la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère. Pour l'époque antérieure, c'est à nous de reconstruire le système, grâce aux documents originaux que les Babyloniens nous ont laissés. Dès que les anciens abordent ces périodes, ils sont obligés de s'en remettre au rapport des Babyloniens eux-mêmes sur leur passé. Or, sur ce point, soit ignorance, soit désir d'étonner, ils montrent pour les chiffres le même mépris que lorsqu'ils prétendent fixer la chronologie du début de leur histoire. Diodore doute de l'exactitude des Chaldéens, qui, depuis leurs premières observations astronomiques jusqu'à l'invasion d'Alexandre, ne comptent pas moins de 473 000 ans. Simplicius se rapprochait bien plus de la réalité, bien qu'il fût peut-être trop parcimonieux, lorsqu'il leur accordait au temps d'Alexandre une suite d'observations de 1903 ans. Où Diodore se montre exact, c'est lorsqu'il fait le bilan de leurs connaissances astrologiques. Il tire des présages du lever, du coucher et de la couleur des astres. Ils annoncent aussi les ouragans, les pluies et les chaleurs excessives. L'apparition des comètes, les éclipses de soleil et de lune, les tremblements de terre, enfin les changements qui surviennent dans l'atmosphère, sont autant de signes de bonheur ou de malheur pour les pays et les nations, aussi bien que pour les rois et les particuliers. Les astres influent beaucoup sur la naissance des hommes et décident du bon ou du mauvais destin. C'est pourquoi les observateurs y lisent l'avenir. Ils ont aussi fait, disent-ils, des prédictions à un grand nombre de rois, entre autres au vainqueur de Darius, Alexandre, et aux rois Antigone et Séleucus Nicator. Ils président aussi aux particuliers les choses qui doivent leur arriver, et cela avec une précision telle que ceux qui en ont fait l'essai en sont frappés d'admiration, et regardent la science de ces astrologues comme quelque chose de divin. Dans ces lignes, tout ce qui constitue l'astrologie des Babyloniens est contenu. Les prédictions purement météorologiques, analogues à ce que sont celles du Bureau des longitudes, les prédictions faites d'après l'examen de phénomènes isolés ou considérés en petit nombre. Vers la fin de la civilisation babylonienne, des prédictions s'étendant aux particuliers et horoscopiques, mais cependant en nombre beaucoup moindre que chez les Grecs, et d'une technique bien moins parfaite que celle que devaient adopter les Grecs, et l'astrologie du Moyen-Âge, orientale ou occidentale. Le caractère de l'astrologie des Babyloniens diffère totalement de leur hépatoscopie. Dans le second cas, il s'agit d'une doctrine ayant pris naissance, ayant évolué dans le même milieu qui l'a portée à son summum, après quoi il ne lui restait plus qu'à décroître. Dans le premier cas, c'est une mise en route, l'élaboration d'une technique dont les Babyloniens n'ont fait qu'entrevoir les possibilités, et que leurs successeurs ont porté à son apogée. Mais ils avaient bien reconnu la valeur de ce procédé mantique. Au moment où la médecine, s'évadant de la conception purement sacerdotale, s'adressait à l'expérience, classait les symptômes et préparait la médecine hippocratique, la divination se détournait des méthodes sans justification pour se tourner vers un procédé dont les Babyloniens sentaient d'instinct les bases solides, que nous reconnaissons aujourd'hui. Rappelons que les échecs d'une méthode ne doivent pas toujours être attribués à la méthode, mais souvent à l'insuffisance de ceux qui l'appliquent. Si les Chaldéens n'ont pu aller très loin dans la nouvelle voie qu'ils avaient tracée, ils ont de suite fait confiance à la mantique par les astres, en qui l'observation et le raisonnement leur commandaient d'avoir confiance. Les textes astrologiques. Les textes astrologiques babyloniens peuvent se ranger sous diverses rubriques selon les centres où la majorité d'entre eux est conservée. Le plus grand nombre qui est au British Museum provient de la bibliothèque d'Assurbanipal. Ce sont des tablettes originales ou des copies datant du 7e siècle avant notre ère. Le musée du Louvre conserve quelques tablettes provenant d'Uruk, en Babylonie du Sud, de la période séleucide. Sur l'une se voient des représentations astrales. En Amérique, à l'université de Pennsylvanie, se trouve la plus ancienne tablette astrologique connue. Elle date de l'époque cassite, milieu du 2e millénaire avant notre ère. Et dans la bibliothèque de J.P. Morgan se trouvent 3 textes également de nature astrologique. Les fouilles de Bogas Kewi
on mit au jour un certain nombre de tablettes en akkadien et en hittite. Nous en reparlerons lorsque nous dirons quelques mots de l'astrologie chez les Hittites. Si au contraire nous examinons les textes astrologiques d'après leur contenu, nous pouvons les diviser en 3 classes. Les recueils. Premièrement, les recueils ou séries que les Babyloniens nommaient Ku-Kar. Ce sont, comme pour les autres mantiques, des suites de présages composées d'une protase et d'une apodose, et dont le type est, comme d'habitude, le suivant. Si tel phénomène céleste se produit, telle chose arrivera. Ces recueils composés au cours du temps ont été plus ou moins fondus en grands ouvrages devenus classiques. Le plus important est l'Enuma Anu Enlil, lorsque Anu et Enlil, qu'on lisait jadis l'illumination de Bel. Cette série composée de nombreuses tablettes traite successivement des diverses planètes. Il semble que l'Enuma Anu Enlil était considéré comme le recueil par excellence, puisque, parlant de lui, un scribe dit sans spécifier autrement. Début de citation. Ce présage ne provient pas de la série, mais d'une tablette scolaire. Fin de citation. L'Enuma Anu Enlil, après un court préambule, groupait ses présages en 4 principaux chapitres, tirés premièrement de la Lune, deuxièmement du Soleil, troisièmement des planètes, étoiles fixes et constellations, quatrièmement de la météorologie, ce qui correspond aux 4 divisions suivantes, Sin, Shamash, Ishtar et Hadad, le dieu des tempêtes. Dans chaque chapitre, les phénomènes observés le sont dans chacun des 12 ou 13 mois lunaires, dans chaque jour de chaque mois, journée ou veille de nuit. On l'étudie d'après les points cardinaux, ses répétitions. Le plus souvent, l'ordre est assez bien conservé pour que ce recueil paraisse le plus méthodique de la mantique babylonienne. En plusieurs points, au contraire, l'ordre fait absolument défaut. Ces textes ont été publiés et transcrits par M. Virolo, sous le titre d'astrologie chaldéenne, et aussi par Craig. De ce qu'il en reste, nous pouvons inférer que le recueil comprenait environ 70 tablettes au temps d'Assurbanipal, en partant d'un nombre ancien plus réduit. Par contre, nous savons qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, la série pouvait atteindre 107 tablettes. D'après les numéros que portent les tablettes, nous voyons que si nous n'avons pas un recueil complet, nous possédons plusieurs tablettes en duplicata. Elles ont fait partie de copies différentes de ce même recueil. Les rapports et les lettres. Deuxièmement, la seconde classe comporte 2 catégories de textes très voisins, les rapports et les lettres d'astrologues. Nous avons vu pareille littérature, au moins du premier genre, en hépatoscopie. Les 2 sortes de textes ne se distinguent guère l'une de l'autre. Les rapports ont la sécheresse d'un procès-verbal, tandis que les lettres s'accompagnent des formules de politesse habituelles à la correspondance. Les rapports étaient envoyés par les prêtres à leurs supérieurs hiérarchiques, ou au roi, pour rendre compte de l'accomplissement de leurs fonctions. Les lettres étaient provoquées par une demande. Dans les 2 documents, le Barou suit pas à pas les recueils sur lesquels il s'appuie. Il en donne des extraits et des commentaires. Nous ne citerons que pour mémoire les tablettes scolaires, les gloses, et quelques rituels qui donnent au Barou la marche à suivre pour interroger correctement les astres. Non du point de vue pratique, mais pour le faire de façon à être agréable aux dieux. Fin de cette partie du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, où il sera question des mystérieux zikkurates, des présages tirés de la lune, du soleil et une foule d'autres choses.